Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, je reçois l'homme qui a passé 2h30 avec le président de la République cette semaine, Olivier Bogillot, président de Sanofi France. Merci Olivier. Merci de m'inviter. D'être avec nous ce matin. On va parler évidemment de ces annonces sur la pharmacie française, européenne et mondiale de cette semaine. Riche semaine, hein. On va parler des vaccins forcément, et on va parler du médicament. Et des annonces encore hier du gouvernement sur leur volonté de produire davantage de composants qui rentrent dans la composition des médicaments en France, notamment toute la chaîne du paracétamol que vous fabriquez avec le Doliprane. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, c'est vraisemblablement une bonne idée, effectivement, d'avoir des industries ici, en France et en Europe, dans un contexte où, effectivement, un certain nombre d'usines s'étaient délocalisées en Asie, avoir la possibilité éventuellement de réinvestir sur la France. Alors, vous êtes patron de la France, alors évidemment, vous êtes content. Mais pourquoi est-ce qu'on est parti à un moment donné en Asie ? J'imagine pour des raisons économiques, hein, c'est sans doute des composants était plus intéressant à produire à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça serait plus intéressant de les fabriquer en France, au-delà des injonctions gouvernementales ? Alors, Sanofi, j'avais eu l'occasion de le dire ici, c'est une entreprise très singulière, parce qu'on a 18 usines en France, on en a 40 en Europe, donc on n'a pas délocalisé nos outils de production. Et le Doliprane, il faut le savoir, il est produit ici en France, j'ai 2 usines. Mais pas tous les composants. Mais pas tous les composants, effectivement. Il y en a un en particulier, le principe actif, qui lui était jusqu'à il y a quelques années produit en Europe et dans d'autres pays du monde. Mais il est parti d'Europe. Et nous, on a suivi le fournisseur qui est parti en Chine, notamment. Et on a commencé à acheter aussi le paracétamol, le principe actif, en Chine. Alors, est-ce que comme le gouvernement vous le demande, vous allez le refabriquer en France ? Alors, on travaille actuellement avec d'autres acteurs pour qu'une quantité soit reproduite effectivement en France. Alors pas toutes, parce que l'enjeu c'est pas de rapatrier l'ensemble d'une chaîne, mais c'est d'avoir une source de production. De multiplier les sources. Exactement. Parce qu'il y a un risque quand même de rupture d'approvisionnement. On le voit bien, il y a beaucoup de médicaments en rupture. Vous savez, la crise du Covid-19, elle a révélé que lorsque vous avez des pays qui doivent fermer leurs frontières, et je pense à l'Inde en particulier, qui a fermé ses frontières à un moment, les camions ils passent plus, et donc vous n'avez plus le principe actif qui peut traverser la frontière pour venir en Europe. C'est pas mal d'avoir une source en France ou en Europe pour venir pallier à ce problème lorsqu'il se met en place. Donc vous partagez la préoccupation et l'ardente injonction gouvernementale aussi parce que c'est dans votre intérêt stratégique de ne pas avoir une source unique. Moi je pense que c'est dans l'intérêt stratégique de l'Europe. Vous savez, il y a 3 grandes plaques. Il y a les Américains, l'Amérique du Nord, il y a la plaque européenne, il y a la plaque asiatique. Il y a aujourd'hui des facteurs de production qui sont aux États-Unis, il y a des actifs de production qui sont en Asie et en Inde. Il est normal que l'Europe se dote d'actifs de production. Et je vous dis, chez Sanofi, on en a beaucoup. Alors, vous avez passé 2h30 avec le président. C'était mercredi ou mardi. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Vous lui dites, OK, Banco, on va reproduire en France, mais il faut que vous nous aidiez. Alors, mardi, ça a été un moment extrêmement important, formidable, parce qu'on a annoncé non pas la création d'une usine de chimie pharmaceutique. Non, c'est pour les vaccins. Mais on a annoncé un investissement de un demi-milliard d'euros pour faire l'usine de vaccins la plus moderne du monde. Une usine de vaccins, c'est généralement un vaccin, une usine. Dans cette usine, on pourra en faire 3 ou 4 simultanément. Je le dis parce qu'en cas de pandémie, comme c'était le cas là avec le Covid-19, s'il y avait demain une autre pandémie, on peut utiliser cette usine très rapidement. On peut adapter cet actif de production pour faire une usine très vite, pour faire ce vaccin très vite. Par ailleurs, juste à côté de cette usine, on a annoncé un investissement de 100 millions dans un bâtiment de recherche. Donc entre la recherche et la production, les annonces qui ont été faites mardi, elles sont vraiment formidables. Alors on va reparler du vaccin et de la course avec les autres fabricants de vaccins, mais je voudrais quand même revenir. Donc quand le gouvernement vous dit il faut que vous produisiez en France et vous lui dites OK, et je parle pour vous mais je parle pour plein d'industriels, qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse ? Alors peut-être des subventions, mais qu'est-ce qu'il faut changer dans notre structure de fiscalité, par exemple, pour que ça soit effectivement un acte économique de reproduire en France ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? D'abord, vous savez, l'état d'esprit, il est super important. Avoir un monde politique qui considère qu'avoir des industries sur son territoire, c'est bien. Oui. Vous savez, mais les mots c'est bien, mais les actes c'est mieux. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement baisse par exemple l'impôt de production. Et vous le dites et je vous reprends, effectivement, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était dans les plans du gouvernement et du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le président en a aussi parlé. C'est un impôt qui vraisemblablement devrait effectivement baisser, disparaître. C'est pas un impôt qui est très incitatif pour la production. Or, il nous faut des usines de production, il nous faut des centres de recherche. Et d'ailleurs,
On parle beaucoup là de rapatrier des principes actifs sur de la chimie pharmaceutique, mais il nous faut aussi des usines très modernes de biotechnologie pour les médicaments de demain. Donc, vous savez, avoir des usines sur le territoire européen, c'est plutôt bien. C'est plutôt mieux. Mais en ce moment, on parle souvent d'attractivité de la France, on est redevenu numéro 1. Désormais, quand vous êtes avec vos collègues des autres filiales et au board, vous arrivez à défendre les projets d'investissement français. La preuve, 1,5 milliard en France, c'est parce que le contexte a globalement changé ? Sanofi, c'est la plus grande société pharmaceutique de l'Union européenne. Donc, on est une société française, on est une société européenne, on est une société mondiale, mais nos racines, elles sont ici. Donc, c'est du patriotisme ou c'est de la logique économique? C'est ça que j'aimerais savoir. Non, on regarde. Vous savez, on a fait des très beaux investissements en Amérique du Nord. On a une des usines les plus modernes sur des anticorps monoclonaux à Framingham, juste à côté de Boston. On a fait quelques investissements de production et de fill-in et de packaging en Chine. On a à notre cœur quand même de développement du vaccin à Marcy-l'Étoile et à Neuville-sur-Saône. Il était assez logique qu'on fasse une usine là-bas. Ce que vous êtes en train de me dire, et vous n'êtes pas le premier, c'est qu'au fond, désormais, vous êtes globaux, mondiaux, mais il faut que vous soyez français en France, américain aux États-Unis, chinois en Chine. Il faut qu'on soit équilibré. C'est très important. Et quand je dis équilibré, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier une plaque. La plaque américaine, elle est très forte. On a fait beaucoup d'investissements là-bas parce que le marché est extrêmement attractif. On a fait des investissements en Chine parce que le marché il est aussi extrêmement attractif. Le marché européen pour l'industrie pharmaceutique, depuis 10 ans, il est très dur. La croissance est relativement faible. Et donc, les grandes entreprises se disent, je vais plutôt investir là où il y a de la croissance. J'espère que les investissements qu'on va faire vont aussi donner l'idée au gouvernement des différents pays de faire repartir la croissance de ce secteur. Ça serait très important. C'est-à-dire de lâcher un peu les prix, par exemple ? C'est-à-dire qu'effectivement, les systèmes de santé qui sont contrôlés et régulés en Europe, il faut permettre que les innovations soient rémunérées. Alors, on va parler de la course au vaccin, parce que c'est un sujet déterminant. Cette semaine, mais j'avais le patron d'AstraZeneca qui nous disait moi je suis premier, j'ai lancé le test phase 3 grâce à ma collaboration avec les laboratoires anglais, Oxford. Est-ce que vous allez vous faire battre dans la course sur le vaccin contre le coronavirus? Alors d'abord, moi je les félicite. C'est formidable qu'ils aillent si vite parce que c'est une course où il va falloir qu'on ait plusieurs vainqueurs. Un seul laboratoire ne fournira pas l'ensemble des doses de vaccins pour l'ensemble de la planète. Il va falloir qu'il y ait 4-5 laboratoires qui puissent produire de très grosses quantités pour pouvoir vacciner tout le monde. Donc effectivement, c'est très bien qu'AstraZeneca soit rapide et qu'il rentre en phase 3. Nous, on est un peu derrière. Vous savez, après, il y a le lièvre et la tortue. On peut aussi arriver premier avec le vaccin le plus efficace un petit peu après les autres. Oui, parce que chacun aura son vaccin, ce ne sera pas un vaccin universel. Chacun aura un vaccin contre le coronavirus avec ses propres investissements, ses propres recherches et ses propres résultats. Absolument. Nous, on a une plateforme qui est très différente de celle de AstraZeneca. Ils utilisent une technologie qui est d'ailleurs pas très prouvée. Le seul vaccin qui est aujourd'hui commercialisé avec cette technologie-là, c'est un vaccin pour Ebola, donc qui a été utilisé dans notre toute petite population. Ebola, c'est une fièvre hémorragique très rare. Nous, on utilise une plateforme qu'on utilise pour notre vaccin de la grippe. Donc en beaucoup plus grande quantité, on a confiance dans le fait que cette technologie puisse aboutir à un vaccin efficace. Bon, et le malentendu avec Paul Hudson de vaccins réservés aux Américains, le malentendu est terminé, il est derrière nous. Vous savez, Paul Hudson, il fait une stratégie en décembre et il choisit le vaccin comme une de ses priorités stratégiques. Le directeur général. Oui, le directeur général, comme le vaccin comme une de ses priorités stratégiques à l'époque. Et puis, ce jour-là, il appuie sur le bouton en disant on va faire une usine ultramoderne en France. On n'a pas pu le dire pendant cette polémique parce que ce n'était pas totalement finalisé, mais il y a eu une forme d'injustice avec Paul Hudson parce qu'il a été le premier à parler de souveraineté en Europe. Il a été le premier à pointer du doigt le fait qu'il fallait que l'Europe se mobilise forte. Et puis, c'est celui qui a décidé de mettre un investissement aussi significatif en France. Je trouve que la polémique a été assez injuste avec lui. 1,5 milliard, en tout cas, pour développer donc des vaccins, une usine de vaccins nouvelle génération. Lièvre et la tortue, c'était votre formule tout à l'heure. On vous espère être la tortue, puisque effectivement, à la fin, c'est elle qui gagne. On verra bien. De toute façon, c'est gagné pour l'humanité, c'est pas gagné pour soi. Absolument. On est bien d'accord. Le lièvre et la tortue arrivent en même temps. Exactement. Et puis, ce vaccin, il devra évidemment être. D'abord, il sera comme votre engagement, il est le même que pour les autres industriels, c'est-à-dire qu'il sera vendu à prix coûtant. On travaille pour diminuer le prix de ce vaccin le plus possible, en tirant tous les prix le plus bas possible. Il faut qu'il soit disponible pour l'ensemble de la population. Merci Olivier Bogillot, président de Sanofi France, d'avoir été avec nous ce matin.